que pour le thème, sa position a été claire. Il ne s'agit pas d'une chance pour l'Afrique, mais plutôt d'une continuation dans la colonisation. Donc, pour résumer brièvement, évoquant le cas de la Côte d'Ivoire et puis de la Libye, il a essayé de mettre un accent sur le danger qu'il nous guette en tant qu'Africains. Donc il est aussi essentiel de recouvrir, de revenir, ou bien de s'approprier cet instinct qui nous a été extirpé de par la colonisation, parce que notre survie en dépend. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ce qui a été dit. Donc, je vous laisse la parole pour vos interventions, en tant que critique ou remarque ou apport ou suggestion. C'est ouvert. Alors, vous avez la parole. Merci, monsieur le conférencier. Ça a été très enrichissant de vous écouter. Et en tant que panafricaniste, j'ai retenu beaucoup de choses. Et surtout, la façon dont les Occidentaux, les impérialistes, continuent d'asservir nos populations. Et moi, parfois, lorsque je réfléchis sur ce thème, je me dis, est-ce que c'est une fatalité pour l'Afrique, en fait? Parce que le temps passe et ça continue. Il n'y a aucun changement. Ça continue, il n'y a pas de changement. Et les dirigeants changent en Afrique. Bon, il y a dans certains pays, les dirigeants ne changent pas, mais c'est le même système qui perdure. Est-ce que c'est vraiment une fatalité? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Allons-nous toujours continuer dans le même système et être exterminés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou alors nous devons nous battre pour que les générations futures puissent au moins jouir de la paix et des ressources que nous avons dans nos différents pays. Moi, parfois, je dis la solution doit être dure. Je ne suis pas en fait celui qui prône les méthodes dures, mais lorsqu'il le faut, il faut le faire. Et nous savons tous que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Elle s'arrache. L'Afrique, on ne peut pas rester tout le temps en Afrique, contempler le jeu des impérialistes et être soumis. Sinon, nous n'allons plus survivre. Je me demande alors, bon, vous avez une certaine expérience dans le domaine de la défense des droits des individus, je pense bien. Et par rapport à cette situation qui perdure en Afrique, est-ce que vous ne trouvez pas une solution? Peut-être, moi je me dis qu'il faut une mobilisation des peuples, peut-être sur le continent ou bien à l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas de méthodes aussi productives qui puissent vraiment pousser au changement et de la situation actuelle? Je vous remercie. Non, merci compatriotes pour votre intervention. En ce qui concerne votre question,
la version raciste du développement nous fait croire que l'Afrique ne se développe pas parce que c'est les Africains qui y sont. Bon. Et donc, il y a des gens tels que Stephen Smith et comment il s'appelle le directeur du journal La Lettre du continent. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un nom. Bon. Ils ont écrit un livre. Les deux, ils ont écrit un livre. Non. Ils ont intitulé ce livre Négrophobie. Pourquoi l'Afrique meurt? Et la thèse qu'ils développent, c'est que l'Afrique ne se développe pas parce qu'il y a tout simplement, c'est les Africains qui constituent le problème de l'Afrique. Et Sarkozy, dans cette logique, va d'ailleurs confirmer cela au travers du discours de Dakar. Hein? Quand il dit que le problème de l'Afrique, c'est que, bon, les Africains, le drame de l'Afrique, c'est que les Africains ne sont pas censés rentrer dans l'histoire. Et donc, puisque vous n'êtes pas censés entrer dans l'histoire, si vous voulez vous développer, vous devez nous suivre. C'est-à-dire que vous devez vous allier et vous aliéner à nous. C'est-à-dire qu'autrement dit, nous devons nous suicider davantage. C'est-à-dire que nous devons nous laisser dominer davantage par l'Occident pour qu'on se développe. Bon, donc, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Le problème, il est complexe, mais il faut rendre son explication simple, facile. Ce qui se passe, c'est que nous sommes dans des cadres coloniaux. Voilà. C'est que nous avons des États qui n'en sont pas. Qui n'en sont pas. Donc, lorsque vous perdez la maîtrise, la maîtrise de la possession de quelque chose, vous ne pouvez pas le transformer. C'est que l'Afrique, les Africains ont perdu la maîtrise physique du sol africain depuis maintenant 3000 ans, depuis l'Égypte antique, d'où nous étions chassés par les peuples de la mer. Voilà. Donc, et comment voulez-vous qu'un cadre colonial, qui par définition est un cadre extraverti, puisse travailler dans l'intérêt, bien compris, des citoyens de façon endogène? Ce n'est pas possible. C'est une contradiction. C'est une contradiction. Donc, tant que nous serons dans le cadre colonial, on peut faire descendre Jésus pour qu'il devienne président en Afrique. Jésus qui a transformé l'eau en vin, il n'y aura rien de changé en Afrique. C'est pour ça que les Ouad, bon, il y a des gens qui disent Ouad nous a déçus. Ouad n'a déçu personne. C'est le cadre étatique tel qu'il est un cadre extraverti. C'est-à-dire que toute l'économie africaine, elle est extravertie, elle est désorganisée, elle est extravertie, elle est désorganisée, en tout cas sur le plan interne, mais elle est extrêmement bien organisée, canalisée vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que l'Afrique continue de jouer en réalité le même rôle qu'il a joué depuis le temps des razzias négrières transatlantiques. Donc, l'Afrique va continuer d'alimenter les industries occidentales. Donc, aujourd'hui, nous continuons. L'or, le pétrole, le diamant, tout, le coltan, le cobalt, l'uranium, le nickel, je sais plus, vers l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe? L'extérieur nous envoie tous les produits finis. C'est ça qu'on appelle la coopération. C'est ça qu'on appelle la coopération. Donc, à la fois, source d'approvisionnement en matières premières et débouché pour les produits transformés, produits finis. Voilà. Avec un dispositif policier, répressif, qui est mis au travers des préfets locaux, donc de l'élite coloniale qui coopère avec ce système contre nous. Donc, le problème, c'est de redéfinir tout simplement la carte politique d'Afrique. C'est-à-dire, c'est de dire tout simplement que les États africains tels qu'ils existent ne sont pas faits pour travailler pour le développement de l'Afrique. Et donc, à partir de ce moment, si nous voulons véritablement travailler pour le changement, pour mettre l'Afrique au service des Africains, eh bien, il va falloir détruire ce cadre colonial. Comment? Comment? Lorsque tous les peuples
sont confrontés à des difficultés de cette nature, qu'est-ce qui se passe? Soit on se soulève collectivement, ou alors on disparaît. C'est tout ça. Les Indiens d'Amérique, les Occidentaux n'ont pas, vous savez, ces gens n'ont pas de crise de conscience morale. Ils se foutent, ils ne s'entourent pas de... C'est-à-dire que ces gens sont tellement logiques. Ils sont logiques. Bon, ils veulent continuer par dominer le monde. Donc, dans cette logique, ils ne veulent pas que les gens aient des armes. Ouais, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à compliquer les choses. Voilà. Ils veulent posséder le territoire américain. Ils vont exterminer les Indiens, les Incas. Ils vont briser toutes les grandes civilisations des Aztèques, des Incas. Ils les ont exterminés. Voilà. Aujourd'hui, on dit les Américains. Ce sont les Européens qui occupent l'Amérique. Ce sont des occupants. Honnêtement. Donc, si nous voulons, c'est à nous de voir. Aujourd'hui, les Africains donnent toujours la Chine à un exemple. Que la Chine, nous voulons faire comme la Chine. On n'est pas capable de faire comme la Chine. Parce que la Chine était confrontée à deux systèmes coloniaux extrêmement puissants, à savoir la colonisation japonaise, ensuite la colonisation britannique. Mais qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a procédé par de révolutions successives jusqu'à ce qu'elle fasse sa révolution culturelle. Et cette révolution culturelle a été faite dans la violence. Tous ceux qui étaient qualifiés de traîtres, qui prononçaient tout simplement, ou bien qui militaient pour les valeurs occidentales, étaient tout simplement assassinés, une balle dans la tête. Et c'est ainsi que la Chine a pu retourner à son histoire, hein, a pu faire le mouvement feedback, enfin back, pour pouvoir puiser dans son panier historique les éléments de sa renaissance. C'est comme ça que la Chine s'est faite. Voilà, la Chine est partie réveiller Confucius, hein, pour pouvoir renaître. Bon, nous ne voulons même plus de notre histoire. C'est-à-dire, nous, on ne veut même plus. Aujourd'hui, bon, nous appelons Thomas, Luc, Mahomet, Mohamed, Allah Kuban, on ne sait même plus. Voilà. Nous ne voulons même plus de nos noms, c'est-à-dire nos noms même de fond. Hein? C'est-à-dire que je suis born again. Le gars, il est born again, il va prendre tous les objets d'art, hein, que ses grands-parents lui ont laissé en héritage à la famille. Il vient, il brûle tout ça, il dit que c'est Satan qui est dedans. Donc, par un coup de magie, on gomme, c'est-à-dire que c'est ce personnage, hein, born again, il va gommer tout ce qui a été fait dans l'histoire. Son nom, il va le gommer. Le grand-père, la photo du grand-père qui dit que c'est un sorcier, donc il vient, il brûle tout. Les enfants qui vont ne peuvent même pas connaître leur grand-père. C'est comme ça qu'on procède. Ça veut dire que, quelque part, ces gens nous ont suggéré le suicide. Voilà, ces gens nous ont convaincus, hein, dans une logique d'auto-extermination. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas développer l'Afrique tant que l'Afrique ne redevient pas africaine. Tant que les Africains n'auront pas prise sur l'Afrique, ils ne peuvent pas la transformer. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, cette perte de la maîtrise sur le sol africain va jusqu'à faire en sorte que la Chine, hein, fait la même chose. Vous allez aujourd'hui, le Togo, le Cameroun, la Tanzanie, un certain nombre de pays, la Chine va installer dans des universités en Afrique, hein, ce qu'elle appelle les instituts Confucius, hein, pour promouvoir la langue chinoise en Afrique aujourd'hui. Il y a des médias africains qui commencent par diffuser le chinois, hein, en Afrique. Ça veut dire que demain, nous allons rentrer en Afrique. Bon, quoique le français, c'est une honte pour nous de le parler. Mais si on va en Afrique, tu dis bonjour à quelqu'un, il va te dire mais quoi? Il va te répondre. Donc c'est traumatisant. Voilà, il faut à un moment donné décider, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné faire la décision, hein, d'être un peuple à genoux. Voilà. Vous voyez l'histoire de l'humanité. Aucun peuple n'est arrivé au niveau de déchéance des Africains. Honnêtement. Les Indiens, ils n'ont pas voulu se soumettre. Il y a des gens qui se sont suicidés pour éviter de devenir des esclaves, des occidentaux, tout simplement. Mais nous, non, on est contents, on les invite. On dit non, c'est pas la colonisation.
on diversifie le partenariat. Il faut que la Chine vienne, que les Indiens viennent, tout le monde vienne, que tout le monde vienne. Et lorsque ces gens-là viennent, ils ne cherchent jamais à se conformer à la société africaine, mais eux, ils veulent plutôt que les Africains se convertissent à eux. Voilà. Donc, ils vont créer des écoles, ils vont créer des centres, des centres culturels, ils vont créer des... Et on est là, on acclame ça. Et ils viennent, les Chinois viennent, ils construisent un petit pont de 20 mètres. Oh là là, c'est la fête. Voilà. Dans l'histoire de l'humanité, aucun autre peuple n'a construit le pays d'un autre. Sauf dans le cas de la domination. Voilà. C'est ainsi que les Romains ont pu soumettre des peuples qui ont travaillé pour eux. Voilà. C'est ainsi que les Européens ont pu soumettre les Africains qui ont travaillé pour eux. Voilà. C'est aujourd'hui la même chose qui se passe avec la Chine. Voilà. Nous n'avons pas, à ce que je sache, nous n'avons pas attaqué la Chine. L'Afrique n'a pas vaincu la Chine pour que les Chinois viennent construire les routes pour nous. C'est pas possible. Voilà. Donc, il faut faire la décision à un moment donné. Il faut redevenir homme, tout simplement. Voilà. Constater que nous n'avons plus l'instinct de survie et que nous ne pouvons pas permettre que la mort de nos compatriotes, tels que Thomas Sankara, Lumumba, Olympio, Moumié, etc., que ces gens-là, que leur mort ne servent à rien. Voilà. Nous devons décider parce que autrement, nous allons faire des enfants qui deviendront demain, encore une fois, des esclaves, la chaîne aux pieds pour ces gens. C'est aussi simple que ça. C'est à nous de voir. À un moment donné, il faut décider. Mais cette décision ne sera faite que si nous constatons que le système colonial perdure et qu'il n'y a pas d'État en Afrique. Voilà. Et que ces cadres-là sont des cadres coloniaux. C'est des enclos en fait. C'est des enclos en fait. Les frontières africaines sont des enclos dans lesquels on nous a marqués. Bon, et quand bon le sang, bon on vient, on prend quelques-uns qu'on mitraille, et puis bon, on coupe la tête des gens, et puis bon, c'est terminé. Voilà. Oui. Je m'appelle Honoré Dampierre, africain né au Cameroun. En africain, bien sûr, modéré. Merci, monsieur le conférencier, pour votre exposé. J'ai appris aussi beaucoup. Bien. Vous êtes parti sur la base des 2 interventions en Afrique et cette année pour nous démontrer comment la colonisation n'a jamais cessé. Sur la forme, vous avez exposé le problème tel que chacun a pu imaginer. Et sur le fond, sur le conférencier, nous sommes encore en 2011. Il y a eu 4 régimes sont tombés en Afrique. Vous n'avez parlé nulle part de la Tunisie ou bien de l'Égypte. Vous connaissez qu'est-ce que les Occidentaux ont tenté de faire à ce niveau-là. Si je recule jusqu'en Libye, c'est cette même révolution de l'Égypte et de la Tunisie et de l'Égypte qui a commencé en Libye. C'était une révolution populaire. Mais le chef de la révolution, le président Kadhafi, n'était pas prêt à céder. Et on est arrivé au résultat que nous connaissons tous. Toutefois, nous parlons ici de l'intervention des Occidentaux. Est-ce que si le président Kadhafi avait un seul instant pensé au massacre de sa propre population qui devrait en découler de son refus de céder à la révolution populaire, est-ce qu'on serait arrivé à cette intervention? Ça, c'est d'une part. De l'autre côté, nous avons parlé de la Côte d'Ivoire. Nous tous, nous connaissons la manigance.
est-ce qu'au même moment, nous nous posons la question, pour tout ce qui arrive, quelle est notre faute? Qu'est-ce que ceux qui étaient au pouvoir au moment des bombardements ont fait pour sauvegarder la vie des populations? Vous avez dit, nous avons constaté déjà en Europe, chaque fois que nous parlons de cette révolution, nous tous on dit non, les médias occidentaux, TV5, Afrique, BBC, ils sont nombreux, France 24, ils ne diffusent que des mensonges ou bien la contre-vérité. Vous avez dit, Laurent Gbagbo a appelé en 2001, ou bien en 2000, le peuple à se révolter. Toujours nous, qui vilipendons les médias occidentaux pour diffuser la fausse information, il avait fait ça à travers TV5. Mais nous tentons de l'ignorer. Alors que c'est toujours les mêmes occidentaux qui lui ont donné l'occasion de faire cette révolution. Vous avez dit, Laurent Gbagbo n'était pas coopté au moment où il arrive au pouvoir. Mais nous venons l'apprendre par son propre vice-président qu'en 2002, il a financé la campagne de Chirac de 2 milliards de CFA. Je ne pense pas que son propre vice-président peut dire tout ça aujourd'hui parce que c'était faux. Donc, je veux bien, nous souhaitons vraiment que quelque chose arrive à nous rétablir notre dignité, à ce qu'on se développe, même comme la Chine aujourd'hui. Mais nous avions aussi des lacunes, nous avons des problèmes de conscience. Nous ne sommes pas quelque part honnêtes avec nous-mêmes. Vous imaginez un Camerounais qui est aujourd'hui allemand, qui va au Cameroun pour des vacances, il envoie son passeport à l'ambassade du Cameroun pour le visa. Les agents s'asseyent dessus jusqu'au jour où son vol passe. On lui prend en retour. Et il y a toute une série de choses. Et nous-mêmes, tant que nous ne sommes pas, nous ne travaillons pas notre conscience, nous ne devenons pas honnêtes avec nous-mêmes. Ça ne pourra pas aussi changer. Et c'est là où les Chinois nous dépassent. Les Chinois nous dépassent d'abord. Je sais qu'ils ont fait, ils se sont révoltés, mais à l'intérieur, ils sont d'abord honnêtes. Ils ont développé ça. Ce n'est pas complètement, mais ils ont développé aussi assez. Donc nous devons être déjà bien préparés psychologiquement pour aborder une certaine étape de la révolution. Si nous restons à ce niveau psychologique, ça va être difficile pour nous de décoller. En fait, voilà là où chaque jour, quand on regarde les choses, quand vous allez en Afrique, pour peu que le vendeur d'arachide sache que vous venez de l'Europe, il vous vend la boîte d'arachide à 50 francs, alors qu'il vendait à 25 francs. Donc, vous voyez un peu ces choses-là. Donc, quand je suis votre exposé, vraiment, c'est très enrichissant. Mais pensons aussi à l'autre côté. Nous ne faisons pas notre autocritique. Ça nous manque, ça je vous assure. Parce que le Kadhafi qui vient de mourir, il pouvait échapper à cela. Il aurait suffi une seule seconde qui disent comme en Tunisie, comme en Égypte, que bon, là maintenant c'est bien, qu'on aurait sauvé des milliers de vies. Mais il n'a pas pensé à ça un seul instant. Il a pensé à son pouvoir et rien qu'à son pouvoir. Et c'est aussi ça. Et c'est aussi ça l'autre problème de l'Afrique. C'est le même Abdoulaye Wade qui fait des leçons de démocratie à Babo et qui tente aujourd'hui de changer la constitution pour rester au pouvoir. Cette conscience-là, même si on définit que c'est le système ou pas, voyez vous-même. Alors, donc, le gros problème, moi j'ai toujours imaginé, il y a une grande partie de ce grand problème qui est nous-mêmes, avant d'arriver chez les Blancs. Parce que les Blancs, pour mieux nous gouverner, ils m'opposent à toi. Et j'accepte. Mais on ne tentera jamais, pas facilement d'opposer les Blancs entre eux ici. Et quand ils nous opposent, ils opèrent mieux. Pourquoi accepter qu'on nous oppose? C'est ça. Et on ne nous a pas mis les armes pour nous opposer. Donc voilà. Merci. Merci. Je
commencerai par... Non, c'est ça. Je peux expliquer quelque chose. Ok. Je peux la parler en anglais. C'est ok? C'est bon. Ah, je comprends. Mais... Easy et slowly. Allez-y. Non, je peux parler en français. Si je dis que je suis en anglais que vous ne comprenez pas, vous pouvez... Okay. Thank you for taking the time to educate us as Africans, because actually we lack information amongst us. And secondly, it's not a question, you know, I just want to reflect on what he said personally. Because we Africans, we have the problem of source of information. That's one thing. Information is the key to getting to the truth. Because the people get a version because actually we have trouble of knowing our history. Secondly, we have trouble of knowing our origin. And if you don't know those things, one of these things, you don't know it, you're not going to know where you come from. Because if actually I can understand my brother from Cameroon, he has a problem of information and where to get the information. And that's a big problem amongst us Africans. And my reflection is on this Arab Spring, what do you call it, the Arab Spring. The fundamental question I used to ask myself, why is it that it happened in North Africa and it didn't contaminate the southern part of Africa? What is lacking to instill this desire for Africans in the south to liberate themselves? What is going wrong? That's the question we have to ask ourselves. Our leaders are not that. There is no, if you look at history, there is no leader that has ever won a war against his people. So if you can help me get a view of what's really wrong in the southern part, let's say Black Africa, as the media likes to call it. You know, there's one Belgian journalist, very popular. He's very known for this media mensonge. There's this coded word he uses here, media mensonge. He's just saying that, okay, this is what is taking place in Africa, and this is what should be improved in Africa. So briefly, I don't want to take your time much. So what should we Africans do to liberate ourselves from this bondage in which we are? Bon, merci. Je commencerai effectivement par ce qui s'est passé au Maghreb, puisqu'il m'a demandé pourquoi est-ce qu'il y a eu 4 régimes qui sont tombés, pourquoi est-ce que je ne parle que de 2. Tout d'abord, je rappelle à l'assistance que le thème tel qu'il a été formulé, c'était la Côte d'Ivoire et la Libye. Mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas parlé de ces 2 pays. Parlons-en. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les Occidentaux ont toujours soutenu ces 2 régimes, Tunisie et l'Égypte. Voilà, pour des raisons que tout le monde sait. Voilà. D'autres que nous ne savons pas, ou bien que nous savons moins. Surtout avec Israël. Ok. Alors, en Tunisie, nous tous nous étions informés qu'il y a eu un jeune qui s'était immolé et que tout était parti de là. Bon. Or, nous savons aussi que les révolutions ne naissent pas ex nihilo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul événement qui provoque une révolution. Ça veut dire qu'il y a des raisons, il y a des choses qui gouvernent, et on le savait. Parce que la Tunisie, tout le monde savait que c'était un régime policier extrêmement féroce. Et la France a toujours soutenu ce régime. Bon, donc, il y a eu une révolution, effectivement, il y a eu un mouvement populaire en Tunisie. Et, effectivement, en Égypte, il y a eu quelques jeux. Aujourd'hui, il y a des documentaires, il y a des révélations de Wikileaks qui montrent effectivement que ce qui se passe en Égypte a été planifié. Les Américains ont formé des jeunes, notamment avec des ONG. Le NED, par exemple, ce qu'on a le Network Endowment for Democracy. Il y a l'Open Society de George Soros et tout ça, qui ont financé, qui ont formé des gens pour faire la révolution en Égypte. Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens-là anticipent un certain nombre d'événements. C'est-à-dire qu'on savait que
que tôt ou tard, cette région allait connaître du mouvement. Alors il faut anticiper, parce que ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas perdre la maîtrise des événements. C'est-à-dire il faut en toutes circonstances avoir la maîtrise, hein, avoir la capacité de contrôler la situation. Et donc, effectivement, quand les choses vont commencer en Tunisie, quelle a été la réaction des Occidentaux? C'était, bon, ni vu, ni connu, dans un premier temps. Bon, la répression, plus la répression continuait, plus les gens essayaient d'en finir. Et là, la France, par exemple, était obligée de dire, non, nous, la ministre des Affaires étrangères dit, nous, on va proposer notre expérience, hein, à la Tunisie. Bon. Et donc, bon, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, Ben Ali va partir parce que la pression était énorme et que, de toute façon, si on continuait dans la même logique, le régime Ben Ali sera totalement éliminé et donc, on perdra la maîtrise de la suite. Donc, il fallait demander son départ. Donc, tout le monde va assister à un concert de condamnation, hein, de pression amicale pour qu'il puisse partir tranquillement et que le système continue. Dans un premier temps. Mais, ce qu'on n'avait pas vu ou perçu très tôt, c'était que ces populations allaient voter pour les Israéliens, en tout cas en Tunisie, allaient voter pour Ennahda. Voilà, parce qu'au début de cette révolution, vous vous souvenez qu'on nous disait que ce n'étaient pas des révolutions qui ont conduit à l'installation des régimes islamistes. Mais voilà qu'en Tunisie, Ennahda a gagné les élections. Bon, en Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Constatant que, parce que dans cette région, il y a un pays qui est fondamental, en tout cas pour l'axe américano-israélien, c'est l'Égypte. Voilà, géopolitiquement, l'Égypte compte beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Obama va mettre la pression sur Moubarak. Parce que si on n'arrivait pas à sortir la personnalité de Moubarak du jeu, on risque de tout perdre. Alors, on va demander à Moubarak de partir. Bon, cela a pris un certain nombre d'heures, de temps. Mais à la fin, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Le système n'a pas pris fin. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on a court-circuité plutôt la révolution en Égypte, hein? C'est-à-dire effacer le visage, éclipser le visage du dictateur pour mieux déployer en quelque sorte le système. Donc Moubarak part, mais le système militaire qui est en place, qui contrôle l'Égypte depuis la mort de Sadat, est toujours maintenu. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on voit en Égypte la continuité, hein, on voit que les gens disent que non, notre révolution n'a pas abouti. C'est des révolutions en réalité inabouties parce que les Américains et les Occidentaux ont poursuivi cette révolution en faisant tout simplement de cette révolution une demande qui serait centrée sur la personnalité de Moubarak. Alors que les gens ne disaient pas ça. Les gens voulaient plus. Voilà. Donc, ce qui s'est passé en Égypte, ce n'est pas une révolution endogène, mais c'était une stratégie pour mieux contrôler la situation en Égypte. Et donc, aujourd'hui, nous voyons que la révolution reprend, parce qu'elle n'a pas abouti. Alors, dans ce contexte, il faut savoir que la Libye a été toujours, depuis 1969, depuis l'arrivée de Kadhafi, les Occidentaux n'ont jamais accepté le régime de Kadhafi. Voilà. Parce que quand il est arrivé d'abord par des voies endogènes, ensuite, toute la politique qu'il a mise en pratique n'était pas du tout, il n'y a pas de référence, la Jamaïa n'a pas de référence du modèle libéral de l'axe occidental. Voilà. Et donc, pendant longtemps, on va chercher à assassiner Kadhafi. On va même, les Américains sont allés jusqu'à bombarder sa maison. On va aller jusqu'à sous-traiter même son assassinat à quelqu'un comme Saddam Hussein, qui à la fin va se retrouver ennemi en tout cas de ces gens qui ont sorti des gens de Benghazi, qu'ils avaient demandé à être formés dans les années 90 en Irak pour venir faire une révolution armée contre le Kadhafi et l'assassiner. Donc, profitant des soubresauts démocratiques ou bien des revendications populaires dans cette région du Maghreb, qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement dire, bon, maintenant il est temps, c'est-à-dire que c'est l'occasion ou jamais d'en finir avec Kadhafi. Voilà, c'est l'occasion ou jamais d'en finir avec Kadhafi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va voir
que on va former, enfin, il va se lever dans la région, dans ce qu'on appelle la Cyrénaïque, qui est la région de Benghazi, quelques personnes qui vont se soulever effectivement. Bon. Et tout de suite, Kadhafi avait dit que ces gens n'étaient pas, que ceux qui manifestaient, ou bien ceux qui dirigeaient ce mouvement étaient d'Al-Qaïda, que c'est des réseaux terroristes. Tout le monde avait dit que Kadhafi était fou. Bon. Il y a des documents Wikileaks qui montrent aujourd'hui qu'effectivement Al-Qaïda était là. L'amiral Stavridis, qui est James Stavridis, qui est le commandant des opérations de l'ONU en Europe, a dit au Sénat américain que effectivement ce sont des gens d'Al-Qaïda qui étaient là-bas. À ce que je sache, le général James Stavridis et l'amiral Stavridis n'est pas de notre côté. Il n'est pas l'ami de Kadhafi. Bon, quelqu'un de l'OTAN sort et dit que ce sont effectivement des gens d'Al-Qaïda. On a dit non. Bon. Deuxièmement, il y a une mission d'enquête d'experts internationaux qui a été conduite par l'ancien directeur de la DST, Yves Bonnet, DST, Direction de la surveillance du territoire français, en Libye, qui avait dit, ces interviews se trouvent partout. Il dit, quand il était allé, ils ont constaté effectivement que c'est Al-Qaïda. C'est pas moi qui le dis. Donc, on dit qu'il y a une révolution populaire en Libye et que Kadhafi a refusé de céder. Je rappelle, le 9 septembre 2011, Berlusconi, qui faisait partie du groupe qui attaquait Kadhafi, avait déclaré devant les jeunesses de son parti en Italie qu'il n'y avait pas de révolution populaire en Libye. Vous pouvez chercher. Voilà. Donc, voilà, on est là, on dit des choses parce que, bon, comme l'a dit le frère, nous ne sommes pas informés. Nous ne cherchons pas la bonne information. Nous n'allons pas au bon. Ça, ce que Berlusconi avait dit, ça se trouve sur le site de Figaro. Figaro, vous imaginez, Figaro, c'est l'UMP, c'est Sarkozy, mais c'est eux qui l'ont écrit. Bon, il y a d'autres événements qui ont montré qu'il n'y avait pas de révolution populaire en Libye, en tout cas qui était bombardée par Kadhafi. Il y a les satellites russes qui avaient observé le territoire libyen. Il n'y avait pas eu de bombardement. Donc, on avait fabriqué une révolution pour tout simplement éliminer Kadhafi. Donc aujourd'hui, ces gens-là, eux-mêmes, ils savent. Voilà, ils savent que, bon, ils étaient dans le mensonge, mais malheureusement, bon, voilà, ça fait 42 ans qu'on traque Kadhafi. Voilà, ça fait 42 ans. Si on croit que bon, c'est juste parce qu'il y a eu une révolution, que c'est maintenant qu'on a décidé de l'éliminer, c'est faux. On a décidé de l'éliminer depuis 1969. On a dit que Kadhafi était terroriste et que c'est lui qui avait fait sauter des avions. Il y a dans le journal Arte, moi je cite mes sources, Arte, qui est en Allemagne, à Strasbourg, bien, voilà, qui est. Bon, ils ont fait, je l'ai mis d'ailleurs sur notre site, vous pouvez aller voir ça. Les journalistes, ils ont dit que c'est la CIA qui a organisé ces attentats. Voilà. Donc, moi, en tout cas, il ne s'agit pas d'encenser Kadhafi, mais d'observer les faits. Voilà, il faut observer les faits de façon claire et nette, sans complaisance, ni culpabilisation. Voilà. Donc, dans le même temps, quand on voit, lorsqu'on disait que Kadhafi était en train d'écraser une révolution populaire démocratique pacifique en Libye, qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes médias qui disaient ça ont pu avoir accès à partir de Benghazi, effectivement, au territoire libyen. Les premières images qu'on a vues sur France 24, c'était les images des gens qui étaient lourdement armés, qui attaquaient les camps, qui prenaient des armes, qui bombardaient des camps, qui attaquaient tous les symboles du pouvoir. À partir de ce moment, quand Kadhafi réagit, on dit que non, il est en train de tuer son peuple et que l'État libyen, incarné par Kadhafi, n'avait pas le devoir de préserver l'intégrité territoriale de son espace. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce qu'il y a des contradictions en nous que des gens doivent venir de l'extérieur nous imposer leur loi. Voilà, c'est-à-dire nous sommes tous d'accord. Quel est le peuple sur terre qui n'a pas de contradiction? Voilà. Quel est le peuple sur terre qui n'a pas de contradiction interne? Tous les peuples ont leurs contradictions.
Les nôtres, nous les connaissons. C'est effectivement ce que vous avez énuméré entre autres. Cette malhonnêteté qui caractérise parfois nos relations entre nous, cette capacité que nous avons à nous auto-mutiler, à accepter notre propre mort, à l'acclamer, c'est pathétique. Mais dans le même temps, dire que décrire ces comportements ne suffit pas. Il faut aller à la source de ces comportements, à savoir pourquoi on adopte ces attitudes et proposer des solutions. En l'occurrence, nous voyons que les comportements dont les Africains font montre aujourd'hui sont pour la plupart nés de la période des razzias négrières surtout. Voilà, cette division que nous avons entre nous, la théorie de Lynch, de Willy Lynch, qui consiste à faire en sorte que les Africains soient morcelés entre eux et d'en profiter pour installer la domination, eh bien, tout ceci vient de cette époque. Donc, l'une des questions fondamentales que nous devons poser aujourd'hui, c'est de questionner ces deux événements majeurs, à savoir l'esclavage et la colonisation. Ce que les Africains ne veulent pas faire. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui disent non, non, ça fait 500 ans qu'on a... Bon, tout ça c'est de l'histoire passée, c'est toujours vous nous ramenez toujours ces histoires d'esclavage. Non, il y a d'autres raisons qui font que nous ne sommes pas développés. Alors que les séquelles, des razzias négrières sont extrêmement profondes en Afrique. Nous ne les questionnons pas, nous ne les discutons pas, nous ne faisons pas de débat autour, on prend la version des Occidentaux, tel qu'ils l'ont raconté, et puis c'est tout. On dit que nous avons vendu nos frères, que l'Afrique a vendu ses enfants. C'était faux. Que les rois africains avaient vendu leur sujet, c'était faux. Il y a la documentation dessus. Nous ne lisons pas. En l'occurrence, il y a un Suédois qui s'appelle, vous pouvez noter, qui s'appelle Karl Wallström, qui avait écrit un texte, par exemple, en 1788-89, sur l'esclavage, quand il était allé en Afrique. Il avait décrit ce que c'est que la pratique de l'esclavage en Afrique, où les gens, les sociétés occidentales et les occidentaux armaient les morts pour aller attaquer les noirs. Voilà, c'est des choses qui ont été faites. On a amené des tonnes et des tonnes d'alcool pour saouler la population africaine. Les gens se saoulaient, puis on les ramassait, on les mettait, ils se retrouvaient en chaîne. Voilà, il y a Karl Wallström, par exemple, qui a écrit là-dessus. Vous pouvez lire Georges Kay, par exemple. Georges Kay, par exemple, qui a écrit là-dessus. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ne lisons pas, nous ne cherchons pas. Nous ne cherchons pas. Nous allons lire, par exemple, les Pétré Grenouillot, ou bien, bon, ceux qui sont, voilà, les livres qui sont accessibles partout. C'est ça que nous lisons. Et nous nous faisons tromper. Donc, il n'y a pas eu révolution populaire en Libye. Ce qui s'est passé en Libye, il s'agit tout simplement d'un assassinat. Voilà, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Il y a toute une série de faits et de propos qui démontrent effectivement qu'il n'y avait pas eu de révolution populaire en Libye. Ensuite, la Côte d'Ivoire, les mêmes médias qui ont fait la publicité à Laurent Gbagbo, qui l'ont aidé à faire la révolution et qui finalement l'auraient désavoué plus tard. Non. Est-ce que les choses s'étaient passées de cette façon, forcément? Bon. Nous savons que Laurent Gbagbo, entre autres, avait fait sa déclaration aussi sur RTI. Si TV5, bon, les médias, quel est leur devoir? Ce n'est pas en tant que tel, normalement les médias, ce n'est pas de prendre position, c'est de relater les faits, c'est de présenter les informations publiques. Bon, si TV5, à l'époque, s'était retrouvé à diffuser l'interview de, enfin, ou bien le discours de Gbagbo, ben, ce n'est pas à moi ici de dire que pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ou bien pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait. Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. En l'occurrence, nous devons savoir utiliser un certain nombre d'armes quand il le faut. Voilà, nous devons savoir défendre nos intérêts. C'est-à-dire que si CNN arrive ici pour demander une interview avec moi, je ne vais pas refuser. Tout simplement parce que CNN diffuse d'autres informations. Non. Je vais profiter effectivement des canaux de CNN pour envoyer un message.
Je ne suis pas idiot. Voilà. Je ne vais pas me fermer cette porte. Mais lorsque la société occidentale nous attaque et nous bloque dans notre élan de développement, de progrès, nous devons le dire. Ce n'est pas parce que, bon, on profite parfois des canons de ces médias, que si ces médias racontent ce qui est faux, bon, on doit se taire là-dessus. Non. Et une dernière chose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu des révolutions au Maghreb et pourquoi pas en Afrique. Ben, voilà. Encore une fois, il n'y a pas eu systématiquement révolution au Maghreb. Voilà. Le système sachant qu'à un moment donné, on va vers quelque chose qui va créer, je dirais, une situation qui va échapper au contrôle de tous, eh bien, on va anticiper les choses. On va anticiper les choses et faire en sorte que on puisse garder la maîtrise de la situation. Voilà. Et donc, ce qui se passe dans cette région relève beaucoup plus de la stratégie, je dirais, voilà, il s'agit d'un redessinement, donc, on veut redessiner, voilà, on veut on veut redessiner la carte de cette région. Voilà, c'est ce qui est fait. Maintenant, en Afrique, pourquoi est-ce que il n'y a pas eu ce type de situation? C'est tout simplement parce que, pour le moment, les dictateurs en place sont encore massivement soutenus contre nous. Voilà. Ils sont encore massivement soutenus contre nous. Autrement, il y a de façon cyclique dans les pays africains des mouvements de peuples, mais qui sont systématiquement réprimés, qu'on n'en parle pas. Faure Gnassingbé qui a fait en 2005, selon les termes même de l'ONU, 500 morts, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Le Togo est admis au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. Voilà, c'est-à-dire que dans cette région, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, le crime paye. Le crime paye, c'est-à-dire que plus vous tuez votre peuple, plus vous êtes gratté. Plus vous êtes gratté. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour l'instant, nous n'avons pas décidé totalement d'en finir une fois pour de bon. Autrement, lorsque le peuple noir en Afrique subsaharienne sera décidé définitivement de mettre fin à ces systèmes, eh bien, on arrivera à mettre fin à ces systèmes. Voilà. Pour l'instant, bon, il y a encore des hésitations, l'information ne passe pas, il y a des peurs. Ensuite, je pense que la religion joue un grand rôle dans le blocage, de la situation en Afrique noire. Il faut voir comment ce mouvement, les mouvements évangéliques, les mouvements born again, sont en train de constituer une forme de zone tampon entre les pouvoirs et la masse déshéritée qu'elles essayent de soulager tant soit peu de la misère. Donc, la religion joue un grand rôle dans le retard de la prise de conscience en Afrique. Voilà, je pense que la religion joue un grand rôle et que c'est aussi de notre devoir, à partir d'ici, de faire un travail de réveil, de conscientisation beaucoup plus poussé, beaucoup plus acharné, en direction de notre peuple, y compris les gens qui sont ici. Voilà. Oui. Oui, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous arrivons presque à terre, donc nous allons encore prendre une seule question, parce que là, après, il y aura un buffet, donc ce ne sera pas trop bien aussi, c'est trop tard, parce que là, donc dans tous les cas, la discussion continue, le débat continue, donc on pourra de manière informelle. Donc je vais encore prendre une seule question. Il y avait cette mail avant, donc je prends cette question, puis on peut savoir la dernière. Moi je m'appelle Deux. Ok, donc une, et puis encore une fois, ok. Ok. Je m'appelle Yao.
Bon, tout d'abord, je suis pas moi. Je veux vous remercier. Parce que vous avez vu la situation aujourd'hui. On c'est beau comme ça. Ça nous manque un peu ici. Je sais pas comme particulièrement en Allemagne d'avoir ce genre de débat. Les gens pourraient donner l'association à le faire. Je pense que c'est mieux que de faire des soirées dansantes. Parce que ce sera plus constructif et ça nous éveille plus. J'aurais voulu répondre aux compatriotes. Bah, il est sorti, on le cherche depuis aussi, mais il n'est pas là. Honoré. Honoré, mon chef. Attends, il arrive, il arrive. Non, c'est une question, non, monsieur, je vois. Bah, tiens, non, c'est lui qui me se proposant. Non, c'est notre famille. C'est Yahoo. Je voulais bien répondre aux compatriotes, mais le brillant orateur a si bien fait. Mais avant, je me lui dis que, peut-être que comme le frère aussi l'a dit, il manque beaucoup d'informations. Ce n'est pas une injure, hein. Surtout des informations culturelles. S'il a dit des choses, par exemple, que si en gros c'est que l'Africain, j'aimerais lui dire que l'Africain est ce qui est le plus sur la terre. Ce n'est pas pur. Ce n'est pas si tu connais ton village, peut-être que tu es Camerounais, les Yaoundé ou les Douala, mais un Africain ne vole pas. La corruption n'existe pas chez moi dans mon village. On a de l'or dans notre village qu'on ne vend même pas. Ce sont des patrimoines. Il faut que nous, jeunesse, nous acquérons de notre culture, que nous sommes un peuple pur, qui est honnête, qui ne vole pas. Et comme l'orateur l'a dit, nous avons, comment dire, nous sommes appropriés de mauvais comportements issus de la colonisation. Le gain facile, avoir une voiture, avoir de l'or, payer tous ces trucs factuels là, et virtuels au moins, ça nous a encueilli la couleur. Donc je te pardonne cela, peut-être que tu ne sais pas, peut-être que dans ton village qu'on ne vole pas. Ça c'est très important. Et puis l'orateur aussi, je voudrais le remercier, mais je suis resté un peu sur ma faim sur les solutions. Bon, quand la Côte d'Ivoire était attaquée avec la Libye, j'ai vu l'éveil de certains leaders d'opinion et d'intellectuels africains. Voilà. Non, des intellectuels même africains qui sont levés, des conférences par-ci, et puis après j'ai vu que c'est cette émissée. J'aimerais, c'est une proposition, hein, en tant que leader d'opinion et puis conférencier, est-ce qu'il ne serait pas possible de créer entre vous, intellectuels africains, une chaîne? Parce que s'agissant des solutions, moi je ne vois rien en vue et j'ai peur. Qu'est-ce qu'on propose pour sortir de là? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que les orateurs comme les conférenciers fassent un colloque pour sortir un livre pour nous dire, bon, à partir d'aujourd'hui, comme nous avons été contaminés même dans notre culture, dans notre chair et dans notre psychologie, voici ce qu'il faut faire pour sortir de cela. Et à travers vos écrits, c'est ce que nous pouvons laisser à notre enfant, parce que je pense que nous sommes déjà une génération sacrifiée. Et qu'est-ce que nous avons? Parce que quand nous pensons à ceux qui vont venir derrière. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une population encore plus dure. Parce que quand je vois les frères parler, j'imagine, je me remémore encore ce qui est arrivé à Libye, parce que je ne peux pas comprendre qu'on vienne attaquer des gens, les tuer, et puis il y a une partie de l'Afrique qui danse. Je me dis, bon, peut-être que je ne suis pas normal. À un moment, je me suis dit, je ne suis pas normal. Parce qu'il y a des gens qui sont contents. Et puis moi, je suis fâché. Mais pourquoi je suis fâché? Alors que je vois tout le monde, ils sont contents, on attaque la Côte d'Ivoire, je crois les gens disent, bien, bravo le dictateur, les Ivoiriens sont mauvais, il faut les tuer, les Français, bon. Non, maintenant, les Français, c'est bien. Je dis, mais mon Dieu, je me sens où là? Je ne suis pas normal. Moi, si tu te poses des questions et que tu n'as pas de réponse, tu n'as pas de solution, tu vas toujours côtoyer ce genre de personnes qui disent, bon, c'est mieux. Comme la plupart aujourd'hui des Ivoiriens disent, bon, comme on a personne pour nous aider, bon, ils viennent les Français, on devient Français. Et puis le système continue. Et à la longue, on va penser comme des frères. À la longue, tous les Ivoiriens vont penser comme lui. Que bon, Dieu parle, c'est notre faute. C'est la faute que les Ivoiriens ont trop volé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas volé les rues, on a aussi l'argent à payer les voitures.
Mais les voitures, tu vas payer les voitures. Chez moi, il n'y a pas de voiture, donc vous allez payer une voiture. Ok. Peut-être. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire quelque chose aux organisateurs. S'ils m'étaient donné de choisir entre le repas et la thérapie du groupe qu'on est en train de nous administrer à nous-mêmes, je choisis la thérapie. Non, le problème... C'est-à-dire que j'arrive. Ouais, ok. Autrement, s'il n'y a pas de contrainte de temps, c'est-à-dire que si la salle, bon, vous l'avez louée, je ne sais pas, pour de telle heure à telle heure, ou bien si la salle serait occupée, après, bon, on peut libérer la salle. Autrement, s'il n'y a pas de contrainte de temps, ben, je préfère qu'on se batte très bien ici et qu'on mange à 1h du matin, comme ça tout le monde sera tranquille. Non, non, c'est indépendamment de notre volonté. Bon, d'accord, Voilà. ok. Bon, je vais répondre rapidement et puis on prend la dernière question. Sur ce que vous avez dit, effectivement, le frère, je vais recommander au frère, comment il s'appelle? Honoré de lire par exemple Ibn Khaldoun et Ibn Battuta, qui étaient les Arabes qui ont fréquenté l'Afrique. Qu'est-ce que... Et d'ailleurs, il n'y a pas que... Il y a, voilà, il y a aussi... comment il s'appelle comment ça s'appelle Stanley par exemple. Hein? Non. Bon, lisez les Kadamosto et tout ça. Vous allez voir la description. Ces gens-là, en fait, des Africains. Les Africains étaient des gens honnêtes. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Mais, effectivement, c'est-à-dire que notre société a été corrompue. Notre société a été corrompue. Au contact de l'extérieur, l'Afrique a été corrompue. Et, malheureusement pour nous, nous ne faisons que développer ces côtés pervers, les côtés pervers du contact de l'Afrique avec le monde extérieur. Voilà. Et d'ailleurs, le système fait en sorte que plus vous êtes malhonnête, plus vous travaillez dans un cadre de répression contre l'Afrique, plus vous travaillez contre l'Afrique, plus on vous élève. Voilà. Puisqu'il s'agit d'un système d'anti-valeurs, c'est-à-dire qu'on va ériger les anti-modèles en modèles. Donc Guillaume Soro, par exemple, bon, quelqu'un bon voilà, il va devenir Premier ministre. Aujourd'hui, il est en train de rêver de devenir président. Tu vois, donc c'est les anti-modèles qu'on promeut. Hein? Bon, Paul Biya, qu'est-ce que... Bon, honnêtement. Bon, mais voilà. Fanya Simbe, c'est quoi? Bozizé, c'est quoi? Hein? Bongo, fils et père, c'est quoi? C'est-à-dire que normalement, en temps normal, ces gens-là ne méritent pas des éboueurs en Afrique. C'est pas parce que en temps normal, c'est-à-dire imaginons tout simplement l'affront qui est la nôtre, l'affront qui est le nôtre, de partir des gens comme Nkrumah, un des plus grands penseurs politiques, à des gens comme Ouattara. Vous voyez comment on est tombé de haut? On a quitté l'Égypte antique dans les pyramides pour devenir... maintenant on est dans des rails, on est nus. Alors que c'est nous qui cultivons le coton. C'est nous qui avons découvert les sciences. C'est nous qui avons montré les mathématiques aux Grecs. Et aujourd'hui, on se promène dans le monde. On va demander l'asile partout. On va demander supplier aux gens. On est toujours inscrits dans les assistances sociales. Donc c'est quelque chose de pathétique et ça fait mal. Il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience de la situation.